Est-ce que vous vous demandez quel est le rôle des serveurs dans le monde de l'informatique? Car dans ce cours de formation, nous allons voir les différents types de serveurs, leurs rôles essentiels et comment ils fonctionnent. Que vous soyez technicien, entrepreneur ou cadre, je vous invite à plonger dans l'univers des serveurs et de comprendre comment ils facilitent la gestion de données, la sécurité et bien plus encore. Dans ce cours, nous allons parler des serveurs de l'informatique. Des expressions comme le serveur ne répond plus ou encore le serveur est inaccessible vous sont certainement familiers. Que vous soyez technicien, entrepreneur ou cadre d'entreprise, vous devez savoir que vous manipulez vos données grâce au serveur. Alors, qu'est-ce qu'un serveur? Eh bien, c'est très simple. C'est le super ordinateur doté de technologies qui vous fournit toutes les données dont vous avez besoin et tout ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par exemple, si vous souhaitez envoyer un courrier électronique ou accéder à une base de données, eh bien, ce sera un serveur qui vous fournira ces différents services. Il faut savoir que le serveur vous donnera les infos ou données que si vous le lui demandez. C'est-à-dire que ce sont vos requêtes qui permettent au serveur de vous satisfaire. Et c'est à ce niveau qu'intervient le concept de relation client-serveur. C'est-à-dire que le client émet une requête pour que le serveur puisse fournir les services. Maintenant que vous comprenez le principe, voyons à quoi ça ressemble. Physiquement, le serveur ressemble à un tiroir qui est inséré dans une grande armoire qu'on appelle aussi une baie informatique. À l'intérieur de ces serveurs, eh bien je dirais qu'il n'y a rien de sorcier. Car vous retrouverez les mêmes composants qu'un simple ordinateur. Maintenant que les bases sont posées sur les serveurs, nous allons voir les différents types de serveurs ainsi que leurs rôles. Et on va commencer par le serveur web qui permet le stockage et la mise à disposition des pages web sur Internet ou l'intranet. Pour que ces pages puissent s'afficher correctement, il faut utiliser un langage de programmation. Et l'un des principaux langages utilisés par les serveurs web, c'est le HTML. Le serveur web utilise aussi différents protocoles de communication pour pouvoir vous envoyer la page que vous lui demandez. Le serveur web peut être soit un logiciel de service ou bien un serveur informatique. Dans certains cas, les deux peuvent être combinés. Généralement, le serveur web est relié directement à Internet pour pouvoir héberger des ressources comme des pages web, des images, vidéos, etc. Ces ressources peuvent être soit statiques ou bien dynamiques. Dans une ressource statique, les pages web sont servies telles quelles. Et dans une ressource dynamique, elles sont construites à la demande par le serveur. Passons maintenant au serveur de fichiers qui permet de partager des fichiers entre le personnel d'une même entreprise. Pour rentrer plus en détail dans son fonctionnement, nous avons un ordinateur central qui est configuré pour jouer le rôle de serveur et plusieurs PC qui jouent le rôle des clients. Le serveur de fichiers est un peu le pilier de l'entreprise car l'ensemble des ordinateurs se connectent à celui-ci pour récupérer les fichiers partagés en commun. Passons maintenant au serveur d'impression qui permet simplement de partager une ou plusieurs imprimantes entre plusieurs utilisateurs d'un même réseau. En fait, le serveur d'impression permet à une imprimante de se connecter à un réseau local plutôt qu'à un seul ordinateur. Cela évite d'avoir une imprimante bureau pour chaque salarié d'une entreprise. Parlons maintenant du serveur DNS. La principale fonction du serveur de nom de domaine est de traduire un nom de domaine, comme par exemple formil.com, en une adresse IP du type 92.145.0.8. Pour comprendre le rôle d'un serveur DNS, on peut prendre l'exemple du téléphone. Que faites-vous quand vous souhaitez appeler quelqu'un quand vous ne connaissez pas son numéro de téléphone? Et que vous ne pouvez pas demander à un ami, bien sûr. Eh bien, vous utilisez un annuaire téléphonique qui permet de faire la relation entre le nom de votre interlocuteur et son numéro de téléphone. Eh bien, le serveur DNS, c'est pareil. Il s'agit d'un annuaire pour les ordinateurs. Le serveur DNS permet donc de faire la relation entre le nom de l'ordinateur et son adresse IP. Pour bien comprendre son fonctionnement, on va prendre un exemple qui combinera à la fois un serveur DNS et un serveur web.
Admettons que vous souhaitez vous rendre sur le site formip.com. Pour commencer, votre ordinateur va demander au serveur DNS quelle est l'adresse de www.formip.com. Ensuite, le serveur DNS vous répondra qu'il s'agit de l'adresse IP 192.165.51.93. Votre ordinateur va donc pouvoir envoyer une requête HTTP vers le serveur web de formip.com à travers l'IP 192.165.51.93. Et enfin, le serveur web enverra la page d'accueil vers votre ordinateur. Le serveur DNS ne sert qu'à traduire les noms de domaine en adresse. C'est-à-dire que si à la place de www.formip.com vous écrivez http / plus l'adresse IP, eh bien vous devriez aussi voir la page d'accueil de Formip. Il faut savoir que les serveurs DNS fonctionnent en cascade. C'est-à-dire que si un serveur DNS ne connaît pas l'adresse IP d'un nom de serveur, eh bien il demandera à son parent. Par exemple, chez vous, le serveur DNS est votre box Internet. Si votre box Internet ne sait pas répondre, alors il va interroger son parent qui n'est rien d'autre que les DNS de votre fournisseur d'accès à Internet. Quant à la configuration du DNS de votre ordinateur, elle est fournie par le serveur DHCP. Et justement, c'est le prochain serveur dont on va parler. Le DHCP permet de distribuer de façon automatique des adresses IP aux différents périphériques d'un réseau. Le DHCP est donc un protocole réseau qui évite à l'utilisateur, se connectant pour la première fois, d'avoir à configurer ses paramètres IP. Vous l'aurez compris, ce protocole facilite grandement le métier du technicien réseau. Passons au serveur proxy, qui est une sorte de passerelle entre Internet et vous. Ça permet de séparer les utilisateurs des sites web qu'ils visitent, ce qui assure un haut niveau de sécurité et de confidentialité. En fait, si vous utilisez un serveur proxy, eh bien le trafic Internet passera d'abord par ce serveur avant d'aller sur le site web que vous demandez. Et c'est pareil pour le chemin inverse, c'est-à-dire que la réponse du serveur web passera d'abord par le proxy avant de vous atteindre. Vous l'aurez compris, avoir un bon proxy permet de vous protéger des menaces externes venant d'Internet. Passons au serveur mail, qui n'est rien d'autre qu'un serveur de messagerie électronique. Son rôle est de recevoir et envoyer les emails. Pour ça, le serveur de messagerie va utiliser 3 protocoles bien spécifiques. Le protocole SMTP, le protocole POP et le protocole IMAP. Le premier protocole, SMTP, s'occupe de l'envoi de votre message, tandis que les deux autres, POP et IMAP, sont responsables de la réception de votre message. Voyons maintenant le serveur d'authentification qui permet de faciliter grandement l'authentification d'un utilisateur ou d'un serveur qui tenterait d'accéder à un réseau. L'authentification, c'est le processus qui permet de confirmer l'identité de la personne ou de l'équipement avant de se connecter. La méthode d'authentification peut très bien être un couple de login mot de passe comme une vérification biométrique. Parmi les principaux protocoles d'authentification, on a Radius, qui est un protocole fonctionnant sur le modèle client-serveur. On a le protocole SHAP, qui permet de se connecter de manière très sécurisée à un système. Et on a le protocole SecureID qui permet d'identifier tous les utilisateurs du système et du réseau en une seule fois. Et on va terminer ce cours par le serveur syslog qui permet d'envoyer des fichiers du journal système ou des événements vers un serveur dédié qu'on appelle un serveur syslog. Les logs sont classés par différents niveaux de gravité qui va de 0 à 7. En premier, on a les messages d'urgence, qui indiquent que le système est complètement HS. En second, les messages d'alerte, qui demandent une intervention immédiate. Ensuite, on a les messages critiques, qui informent d'une erreur critique sur le système. Après, il y a les messages d'avertissement, qui permettent d'informer qu'une erreur peut arriver si aucune action n'est faite. En 5, on a les messages d'événements, ce sont des notifications de signalement. En 6, les messages d'information, c'est-à-dire que ce sont juste des logs pour informer l'état du système. Et en 7, l'état de debugging qui recense toutes les actions entreprises du système. Avant de terminer le cours, nous allons parler des appliances Internet.
C'est simplement un appareil qui est capable d'accéder facilement à des services Internet. En fait, on peut le voir comme un serveur, sauf que l'appareil sera spécialisé principalement sur une seule tâche bien précise. L'UTM est un exemple d'appliance Internet. Les initiales UTM se traduisent en français par Gestion unifiée des menaces. Vous l'aurez deviné, c'est une solution de sécurité tout en un. C'est-à-dire que c'est un appareil capable de fournir plusieurs fonctions de sécurité en un seul point du réseau. Une appliance UTM permet donc de réunir plusieurs fonctions de sécurité comme un logiciel d'antivirus, un logiciel anti-espion, une protection anti-spam et un pare-feu. Mais il est aussi capable de fournir une prévention et une détection sur les intrusions et il dispose aussi d'un filtrage sur différents contenus, comme Internet par exemple. En gros, il joue aussi le rôle de proxy. C'est donc une solution tout en un qui permet d'éviter de faire appel à plusieurs fournisseurs pour gérer ces différents services. Un autre avantage d'avoir un système qui centralise plusieurs services, c'est que ça permet de réduire l'administration à un seul segment. C'est-à-dire que les administrateurs réseau se connecteront à une seule console centralisée pour gérer plusieurs services. Passons à une autre appliance qui est l'IDS. Il s'agit d'un système permettant de détecter les intrusions. L'appareil va recevoir une copie de l'ensemble du trafic réseau pour pouvoir ensuite l'analyser et voir s'il y a du code malveillant. Il faut noter que l'IDS est un appareil hors ligne, c'est-à-dire qu'il sera capable que de détecter le trafic malveillant ou tout type d'activité d'intrusion. Comme il est hors ligne, il sera incapable d'arrêter ce type de trafic. Tandis que l'IPS, lui c'est un appareil qui s'aligne sur le trafic réseau et peut l'analyser en temps réel. Il est donc capable d'arrêter le code malveillant. Et pour terminer ce cours, on va parler de système hérité, qui est en fait un appareil informatique obsolète mais toujours utilisé. C'est-à-dire que ce type de techno ne permet pas d'être compatible avec d'autres appareils. On va dire que c'est un appareil qui ne progresse pas et qui fait uniquement ce pourquoi il était destiné. Alors on pourrait se poser comme question, à quoi bon garder ce type d'appareil, qui n'est pas capable de suivre l'évolution rapide du monde de l'IT? Eh bien en fait, il y a plusieurs raisons. Ça peut être à cause d'un problème d'investissement. Même si la maintenance d'un vieux système peut revenir très cher, son remplacement risque de demander un sacré investissement. Ça peut aussi être à cause de la peur de changer de système. Si l'appareil est utilisé par de nombreux employés, il peut y avoir un certain risque à le remplacer. Et la dernière raison porte sur la difficulté de migrer vers un autre système. Parce qu'il est fort probable, vu son ancienneté, que le langage de programmation soit aussi obsolète, ce qui risque de rendre difficile de trouver une personne avec les bonnes compétences. Et pour finir, le système embarqué est une combinaison de matériel informatique et logiciel qui ont été conçus pour des fonctions bien spécifiques. Comme exemple de système embarqué, on a les automobiles, les téléphones portables, les machines industrielles, mais aussi les équipements médicaux.